Est-ce que la reprise arrive sur Katana? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours du spécialiste des bateaux de plaisance. Bon, depuis 10 ans, on a fait quand même un fois 6. Hein. Donc, bon, là, c'était plutôt un penny stock. Donc, attention sur les penny stock, c'est pas très liquide. Mais depuis, ça a bien progressé. On est encore sur une plutôt, ouais, alors, une petite small cap ou une micro cap. 108 millions d'euros de market cap. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? On va regarder. Alors, au niveau de la croissance, en médiane, c'est 24,5%, hein, 25%. Très bon, très forte croissance. Ça décélère un petit peu. Donc là, en fait, hein, on a évidemment, vous savez quoi ici, fort rattrapage derrière. Ça s'est maintenu un peu quelques temps. Maintenant, ça décélère. Et là, c'est même en décroissance. Bon, un peu d'acquisition à signaler. 20 millions d'euros. Mais c'est le gros, c'est de la croissance ou de la décroissance organique. Bon, c'est un marché qui est très cyclique. Actuellement, le consommateur, il n'est pas en grande forme. Donc, le secteur activité, c'est consommation durable discrétionnaire. Actuellement, le consommateur, il est à sa discrétion. Il coupe les dépenses dans tout ce qui est loisirs. Hein. Donc, les catamarans, évidemment, ça en subit les frais. Ça en fait les frais. Bien. Au niveau des taux de marge, bon, bah, pas de miracle. Quand le chiffre d'affaires baisse, les taux de marge baissent. Hein, ça, c'est des faits ciseaux, hein, classiques. Mais on va dire qu'ils ont quand même un certain pricing power. Hein. Depuis 10 ans, ils ont réussi à monter leur prix. Ils sont plus hauts qu'il y a 10 ans, donc ils sont à 54% de taux de marge brut, ce qui est bien. Donc, ils arrivent à baisser les coûts ou monter leur prix, ou les deux, très bien. Le taux de marge d'EBITDA, il résiste bien, même mieux que le taux de marge brut, ce qui veut dire qu'ils arrivent à dégager de l'efficience opérationnelle. Taux de marge net qui suit bien ce taux de marge d'EBITDA. Au niveau des free cash flow, bon, bah, là, c'est beaucoup plus cyclique, c'est normal. Hein. C'est une entreprise qui fait de la croissance organique, donc bah, les free cash flow, quand on fait la dépense en capital, alors quand on fait la croissance organique, on a besoin de faire la dépense en capital. Quand on fait la dépense en capital, eh ben, ça mange les free cash flow, puisque les free cash flow, c'est cash flow opérationnel moins cash from investing activities, hein, donc c'est-à-dire investissement, donc acquisition d'actifs immobiliers. Hein. Donc ça impacte forcément les free cash flow. Bien, donc là, ça nous dit aussi qu'il faut une dépense en capital assez importante depuis quelques temps, hein, ou alors que les cash flows opérationnels sont très bas, ils sont en baisse constante, et ça, c'est plus inquiétant. Donc au niveau des taux de marge, je trouve que c'est plutôt pas mal. Si on regarde voilà, les résultats nets cumulés face au free cash flow cumulé sur 10 ans, on voit qu'on en a moitié moins, pardon, et ça, c'est depuis 2023. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un problème de d'ailleurs de cash flow opérationnel? Si on peut regarder ça, hop, on voit que ouais, les cash flow opérationnels, ils sont en chute libre. Hein. Et donc ça, c'est plutôt mauvais signe. Hein. C'est pas nécessairement une forte augmentation de la dépense en capital. C'est ce qu'on peut regarder, hein. On peut comparer hein, la dépense en capital. Capital expenditure. Hop, si l'aviateur veut bien me le donner, il est ici. On voit, bon, la dépense en capital, si elle accélère quand même aussi depuis 2022, tout en ayant une décélération des cash flows opérationnels. Ça fait pas forcément bon ménage. Hein. Au niveau du BFR, on est sur un BFR positif, malheureusement. Donc ça veut dire que l'entreprise doit immobiliser des liquidités pour faire tourner les opérations. Nécessairement, ça, c'est pas incroyable. Après, c'est une petite boîte, hein, donc elle n'a pas forcément beaucoup d'impact dans le rapport de force face à ses clients et ses fournisseurs. Au niveau des dépréciations amortissements, alors la variation du BFR d'abord, on est sur une variation positive de 100 millions sur 10 ans. C'est-à-dire que ça, la situation s'est dégradée depuis 10 ans. Hein. Ça, c'est moins bien. En 2022, ils étaient même à BFR négatif. Dommage, depuis ça s'est dégradé. Bon. Donc, au niveau des dépréciations amortissements et les CAPEX, ça accélère, hein, les CAPEX. Il n'y a pas de croissance, mais on accélère les CAPEX. Bon, si c'est un trou d'air ponctuel, c'est pas grave. Il faut faire des dépenses en capital. Si c'est en réalité un trou d'air structurel, eh ben on va se retrouver dans la panade avec des surcapacités et donc des stocks qu'on n'arrivera pas à écouler. Donc ça aura un impact. Ils ont du 20 millions de other non cash item. Bon, il fallait voir un tableau de trésorerie pour savoir de quoi il s'agit. Et là, donc, ce qu'on voit, c'est que la dépense en capital accélère. Les cash flows opérationnels sont en baisse. Hein. Donc, ça creuse votre différence entre les bénéfices nets et les free cash flow. Donc, pour valoriser l'entreprise entre free cash flow et bénéfices nets, il vaudra mieux prendre les free cash flow. Et ça va être hyper pessimiste comme valorisation, malheureusement. Sinon, on peut prendre la valeur d'entreprise sur EBITDA, comme toujours. Alors, la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis qui est très bon. 15% en médiane, c'est très bon. Donc, c'est quand même une activité qui est plutôt intensive en capital. Dernièrement, on arrive à 14% de rendement du capital investi.
Donc ça veut dire qu'il y a du résultat opérationnel, hein. En revanche, il n'y a pas de free cash flow derrière. Bon, ça c'est un autre problème. On n'a pas de cash flow opérationnel, pardon, derrière, je veux dire. Normalement, avec cette forte rentabilité, on peut autofinancer l'activité sans problème. Maintenant, il faut que cette rentabilité se convertisse en cash flow opérationnel, ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement. Bon, mais c'est peut-être un trou d'air. Au niveau de l'endettement, bon, on est passé d'une situation de trésorerie nette à une situation de dette nette. Maintenant, c'est que la moitié de l'EBITDA. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de péril dans la demeure. Ça reste gérable. En termes de free cash flow, évidemment, c'est plus infini puisqu'on est en free cash flow négatif. Donc, on ne peut pas rembourser la dette maintenant, pour l'instant. On peut payer les intérêts, évidemment, mais on ne peut pas rembourser la dette de manière anticipée. On est sur, du coup, une situation de dette nette pour la rémunération d'actionnaires. Alors, sur les 12 derniers mois, on a fait 6 millions avec des free cash flow négatifs. Donc ça, on a versé des dividendes à crédit. Donc ça fait monter la dette. Est-ce que c'est un problème? Si c'est ponctuel, c'est pas un problème. Si c'est structurel, il va falloir couper les dividendes. Actuellement, donc il y a peut-être un peu de rachat d'actions, mais il faut voir, hein, est-ce que ces actions sont annulées ou pas. L'agrégateur nous calcule 12% de rendement de l'actionnaire, mais ça tient compte du dividende des 12 derniers mois. Moi, je suis absolument certain qu'ils ne vont pas du tout verser ce niveau de dividende sur les prochains mois, hein. On peut regarder, on a dividend yield indicated, donc ça c'est une info qui n'est pas toujours disponible d'ailleurs. Là, ils nous mettent que ça sera un rendement plutôt de 5%, ce qui nous amènerait du 5 millions de dividendes. Je ne sais pas si on sera à ce niveau, hein. Je sais pas. Je pense qu'en fait, ils vont couper les dividendes en réalité. Donc, faites une croix sur le dividende pour Katana, hein. C'est pas soutenable pour l'instant tant qu'il n'y a pas de cash flow opérationnel et encore moins de free cash flow. Au niveau de la valorisation, ça se paye pas très très cher. Ça se paye la moitié du multiple de valeur entreprise sur EBITDA 10 ans. Bon, mais est-ce que c'est pas mérité vu qu'on est en décroissance? Je pense que oui. Si on va être plus conservateur, en fait, le vrai multiple, peut-être que ça serait celui-là, hein, sur 3 ans. Ça prend en compte un peu la décroissance. Voilà. Autre point à signaler alors pour regarder par rapport au comparable, hop, voilà, on avait vu, hein, Beneteau en fait est quand même plus valorisé que Katana, mais bien sûr c'est une beaucoup plus grosse boîte. Si on regarde ici, hop, comme market cap, Beneteau c'est quand même 6 fois, 7 fois Katana. Bon, c'est valorisé presque au double. Au niveau, donc voilà, au niveau des risques, le problème, c'est qu'en fait, on est encore en bas de cycle et on ne sait pas si le cycle va reprendre, hein. Autre point à signaler, c'est une entreprise qui est quand même une small slash micro cap. Il y a des conventions réglementées entre l'entreprise du dirigeant et cette entreprise qui lui permet de se rémunérer indirectement et qui joue plutôt en défaveur des minoritaires. Donc ça, il faut bien lire dans les rapports annuels quelle est la ponction du dirigeant fondateur sur les résultats, sur les bénéfices, hein. Ça impacte évidemment les minoritaires. C'est pour ça que quand on fait de l'investissement dans les small et micro cap, attention, souvent il y a des conventions réglementées qui avantagent le majoritaire par rapport aux minoritaires. Et souvent c'est pour ça aussi que la valorisation est basse, hein. Donc sur Katana elle est très basse, mais ça implique aussi ce désalignement en fait entre les minoritaires et les majoritaires. Donc prenez-le bien en considération. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.